Le gaz de schiste est très différent. Il est emprisonné dans la roche et il faut la fracturer pour le libérer. À Cap-Santé, en bordure du fleuve, on peut voir en surface cette roche particulière. Elle est ici presque noire. C'est un schiste, en anglais shale. Il fait ici partie de ce qu'on appelle le shale d'Utica. Avec Denis Lavoie de la Commission géologique du Canada, nous avons fait un test. Ce qu'on va faire ici, c'est une fracturation artificielle en surface que les compagnies font à tout près de 2000 mètres de profondeur actuellement. Donc, on va fracturer et, si vous voulez, vous pouvez les sentir. Ah oui! Ouais. On se croirait à côté de la station-service pour gazer la voiture. Vraiment au moment où on pompe de l'essence dans l'auto. Cette odeur, c'est celle du pétrole. Mais il y a aussi du gaz naturel qui, lui, ne sent rien. Ces deux hydrocarbures sont liés, ils ont la même origine. Une histoire dont témoigne cette falaise à Cap-Santé. Il y a 450 millions d'années, des matières organiques en décomposition ont été enfouies et recouvertes par d'autres sédiments. Au fil de millions d'années, la compaction de ces couches a généré, à des températures et des pressions croissantes, d'abord du pétrole, puis du gaz dans les pores de cette roche. Ce gaz s'est échappé, a rempli certains réservoirs à hydrocarbures, comme le réservoir de Saint-Flavien, tout près de Québec, mais une partie significative de ce gaz n'a pas été expulsée de l'Utica. Elle est restée piégée à l'intérieur de l'Utica, et c'est ce qui est aujourd'hui le sujet ou l'intérêt d'exploration par certaines compagnies. Un forage gazier au beau milieu de la plaine du Saint-Laurent, c'est d'abord un grand dérangement. Une tour de forage de 8 étages de haut, des machines et des camions qui vont et viennent et font du bruit. Christian Cloutier en sait quelque chose. Sur son coin de rang d'habitude tranquille, il voit maintenant défiler des camions-citernes. Ça branle dans la maison. C'est tellement lourd, ces gros tankers-là, plein d'eau. Il y a peut-être au moins une dizaine de voyages à l'heure, d'après moi, là, si c'est pas plus. Là, c'est sûr que là, ça amène une circulation assez lourde, là. Lors d'un forage, on traverse des couches successives de porosité et de densité variable. Assez près de la surface, entre 100 et 300 mètres de profondeur, on rencontre la nappe phréatique. C'est une couche de roches poreuses qui retiennent l'eau à la manière d'une éponge. Pour isoler le puits des roches alentour, on coule une série de gaines de ciment autour du tuyau de production. En surface et lors de la traversée de la nappe phréatique, les gaines de ciment sont plus épaisses. Pour fracturer la roche, il faut d'abord que le puits ait atteint la zone cible des schistes. On fore d'abord à la verticale, puis on tourne à l'horizontale. À l'aide d'une sonde, on perce de petits trous dans la section ciblée. La fracturation se fait ensuite par section au bout du forage. On stimule le puits, c'est-à-dire qu'on injecte à haute pression un mélange à base d'eau. C'est ce qui va fracturer la roche. Le gaz est alors libéré et se dirige vers la surface par le tuyau du puits. Pour nettoyer le tuyau de production et préparer l'opération, on injecte le contenu entier d'un camion d'acide chlorhydrique dans le puits. Ici, c'est ce camion rouge. Quelques 33 tonnes d'acide. L'acide dissout la roche en profondeur, mais produit alors des chlorures. En fait, plusieurs tonnes de chlorure de calcium, très soluble, qui remontent dans les eaux de fracturation. « 7 juillet 2010, la présentation. Cette fois, on est rendu à l'opération clé, la fracturation. Sans elle, pas de gaz, pas d'espoir de profit.
des camions et des tuyaux partout. C'est le grand jour. 10 camions-pompes venus de l'Alberta sont alignés près de la tête du puits. Leur rôle est de forcer sous très haute pression le liquide de fracturation. Sa base, c'est de l'eau. Il en faut des quantités considérables. En moyenne, 4 millions de gallons ou 20 millions de litres par fracturation. On y ajoute du sable pour garder les fractures ouvertes. L'eau et le sable représentent 99% du mélange. Le 1% restant est constitué de composés chimiques qui visent à faciliter l'opération. Des surfactants, des agents anti-friction et des agents antibactériens. Ce 1% représente tout de même près d'une centaine de tonnes par fracturation. Il reste qu'on injecte des produits chimiques qui réagissent avec la roche, produisant à leur tour des contaminants. De quelle nature et en quelle quantité? La vérité, c'est que personne ne le sait à Québec. Normalement, il y a une gaine de ciment tout autour du tuyau de production pour protéger la nappe phréatique. Mais si les gaines sont mal faites, comme à Dimock, des fissures apparaissent. Le gaz fuit, il se répand, il atteint alors la nappe phréatique. Après la fracturation, il est possible que le gaz et l'eau polluée remontent en empruntant non pas le tuyau de production, mais un réseau de fractures naturelles dans la roche en profondeur. On parle ici de migration très lente, sur plusieurs années et sur plusieurs kilomètres. Ce qu'on appelle une migration verticale après frac. Ce qui est inquiétant, c'est qu'après une fracturation, il y a une possibilité de migration verticale dans les failles et les fractures naturelles de la roche. Cette migration peut atteindre la nappe d'eau souterraine et éventuellement l'eau de surface. Avec autant de sources possibles de contamination, je crois que les risques d'une contamination de l'eau potable sont plutôt élevés. Autre impact non évalué, la pollution atmosphérique. Il y aurait notamment d'importantes fuites de méthane, un puissant gaz à effet de serre, dans les compresseurs et les échangeurs des gazoducs. Et puis, il y a la radioactivité. Elle provient des roches en profondeur. Le radium se combine avec le barium pour former des dépôts dans les tuyaux et dans les bouts d'extraction. Nous avons discuté des défis environnementaux, et il y en a. Les forages, même bien faits, ont des impacts sur l'environnement. Et si vous ne voulez pas avoir d'impact, la seule solution, c'est de ne pas faire de forage.